Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, Monsieur, voici les grandes lignes. À la Chambre basse du Parlement, une plénière a été organisée ce lundi 12 février 2024, présidée par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, assisté par les deux Benjamins. La validation des pouvoirs des députés était les seuls points à l'ordre du jour. Les Congolais de partout ne sont plus prêts à garder silence sur les atrocités de l'Est du pays. Plusieurs manifestations sont organisées ici et ailleurs pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette situation. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous l'ai dit au sommaire, comme annoncé, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a présidé une plénière ce lundi 12 février 2024 à l'Assemblée nationale consacrée à la validation de pouvoir des députés nationaux. Après validation, les députés nationaux auront 8 jours pour choisir le mandat qui les intéresse. C'est par une minute de silence en mémoire de populations tuées dans l'est de la République démocratique du Congo que cette plénière de validation demandant de députés nationaux s'est ouverte. Je vous remercie, chers collègues. Merci. Après ces moments de recueillement, place aux validations de pouvoirs de députés conformément à l'article 114 de la Constitution, alinéa 1er. À ce stade, il était question d'examiner à la lumière, de manière élaborée par chaque commission au prescrit de l'article 123 de la loi organique électorale. Concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé les dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement que l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur non-transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales ni de la plénière. En tout état de cause, votre bureau provisoire saisira la CENI à ce sujet. Donc, en ce qui concerne l'absence de pièces dans les dossiers. Conformément à l'ordre du jour, le président de chaque commission ont présenté la liste de leurs députés validés. Une fois de plus, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, a donné 8 jours aux ministres, gouverneurs, mandataires, élus députés nationaux à faire le choix entre leurs fonctions et l'hémicycle.
Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Emmanuel Lampard, représentants pays de Médecins sans frontières, ont signé un accord de siège le week-end dernier ici à Kinshasa. Roger Matadi pour le commentaire. La signature d'un accord de siège entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Médecins sans frontières s'est déroulée à Kinshasa au ministère des Affaires étrangères. Nous nous réjouissons au nom du gouvernement que l'organisation comme le Médecins sans frontières ait un cadre de travail qui confirme le partenariat. C'est très important. Il reste dans la mise en œuvre, a déclaré le vice-premier ministre Christophe Lutundula. De son côté, le représentant pays de Médecins sans frontières Congo a salué la signature de cet accord après 40 ans de sa présence en République démocratique du Congo. C'est avec joie et émotion que nous mesurons pleinement l'engagement que nous venons de prendre en ces moments où nous signons l'accord de siège qui désormais lie le Médecins sans frontières et le gouvernement de la République démocratique du Congo, a déclaré Emmanuel Lampard. Notons que l'organisation Médecins sans frontières met en œuvre des projets à grande échelle en République démocratique du Congo pour répondre aux effets destructeurs de la violence et d'autres urgences sanitaires telles que les épidémies et la malnutrition. Je vous l'ai annoncé au sommaire, Kinshasa a vécu ce lundi un début de semaine assez animé avec des initiatives de manifestations dans certains coins de la ville. Quelques manifestations ont en effet agi ou tenté d'agir pour marquer leur désapprobation du silence de la communauté internationale face à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez cette synthèse. Depuis le week-end dernier, de rumeurs et de messages circulaient dans les réseaux sociaux pour appeler la population à la vigilance ce lundi et mardi. Pour cause, des manifestations allaient être organisées contre le silence international face à la situation à l'Est. Le même week-end, de messages de plusieurs organismes, dont des écoles et des universités, circulaient aussi pour inviter leurs travailleurs, élèves et étudiants à garder à la maison, ce lundi et même demain mardi. Jour annoncé pour deux massives estudiantines. Ces derniers appels a été largement suivi car plusieurs universités, surtout à l'ouest de la ville et au centre-ville, n'ont pas ouvert. Il en est de même pour plusieurs services et commerces qui étaient fermés tout l'avant-midi et d'autres carrément toute la journée. Quant aux manifestations, quelques VIT ont connu des sorts différents face à la police. C'est le cas, par exemple, sur l'avenue Colonel Lukusa à Gombe, où des manifestants ont été dispersés quand ils ont commencé à lancer des projectiles sur le centre culturel américain et à brûler de pneus sur la chaussée vers Sosimat. Cependant, la police était bien positionnée devant l'ambassade de France qui n'a pas été inquiétée. Même situation un peu plus loin à l'ambassade de Belgique. Des manifestants ont cependant été aperçus devant l'hôtel Memling. Le drapeau belge et de l'Union européenne ont été décrochés sans intervention de la police. Toujours au centre-ville, quelques manifestants ont marché sur le boulevard du 30 juin et ils ont bénéficié d'un encadrement de la police. Cependant, à la gare centrale et les secteurs de l'ancienne ambassade de Belgique, à côté de la galerie présidentielle, étaient quadrillés par un dispositif policier, certainement pour protéger l'ambassade des États-Unis et le siège de la MONUSCO qui a été attaqué le week-end dernier. Même situation de l'autre côté du boulevard du 30 juin. Presque tous les magasins autour des Kinmazières et vers l'hôtel des villes étaient fermés. Hier, dimanche, deux shops de Canal+ ont été saccagés dans ces secteurs. Autre situation, au rond-point Willery, de manifestants qui tentaient de gagner la ville ont été bloqués par un dispositif policier. Ils ont été dispersés après avoir brûlé deux pneus. La situation s'est calmée en début d'après-midi, mais on annonce d'autres rassemblements étudiantins ce mardi, notamment au Palais du Peuple.
Restant dans le même chapitre, plusieurs jeunes manifestent devant les ambassades occidentales et la MONUSCO. Ils dénoncent la complicité de la communauté internationale dans l'agression rwandaise à l'est du pays. Les éléments de la police déployés pour les dissuader, pneus brûlés, commerces et plusieurs écoles, surtout consulaires, fermées. De quelle efficacité pourraient être les manifestations qui s'observent à Kinshasa depuis le week-end dernier contre le silence de la communauté internationale face à l'agression à l'est de la RDC? Et jusqu'où va-t-elle mener? Élément de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. L'on pourrait penser à un sursaut de patriotisme en regardant cette vague de manifestations qui s'est déployée à Kinshasa. Depuis le week-end dernier, le cul noir bon vivant semble s'être subitement réveillé sur la situation à l'est de son pays qui dure déjà plus de 20 ans pourtant. Même la menace sur Goma n'est pas nouvelle puisque cette ville a déjà été prise par le même rebelle du M23 par les passés. Il faut tout de même saluer ces initiatives pour autant qu'elles traduisent réellement le ras-le-bol de Congolais face à l'indifférence complice de la communauté internationale. Mais le tout est de savoir poser les actes qui peuvent conduire à un changement de narratif quant à la lecture de cette situation pour les décideurs du monde. Manifester devant les ambassades et autres organismes auxquels sont identifiés les Occidentaux n'est pas nouveau et personne ne peut aujourd'hui témoigner de leur efficacité. Ceci d'autant plus que ces ambassades ne sont pas dupes de la manipulation qui se cache derrière ces narratifs généralement commandités. Du reste, la plus chose de l'insécurité contre ces manifestations cause des préjudices non pas au public occidental destinateur, mais aux Congolais eux-mêmes du fait, par exemple, de commerces qui n'ouvrent pas ou des enfants qui ne vont pas à l'école ni à l'université. De plus significatif nous semble être des actions que l'Occident peut ressentir dans son propre vécu, par exemple dans son porte-monnaie. Par exemple, les boycotts des intérêts économiques occidentaux en République démocratique du Congo. Ces occidentaux ne resteraient certainement pas indifférents, par exemple, à la suspension jusqu'à la nouvel ordre des abonnements Canal+ par les Congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est là jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre également, les automobilistes se garderaient de s'approvisionner en carburant aux stations Total. Les voyageurs pour étrangers éviteraient Air France et Bruxelles Airlines. Cette dernière compagnie s'attend d'ailleurs délocalisée vers Kigali. D'autres boycottent les télécommunications par Orange, la fréquentation des hôtels aux intérêts européens. Et puis à ces sujets, le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle la population au calme et lance une enquête pour faire la lumière sur les actes de violence contre les diplomates étrangers, le personnel de la MONUSCO ainsi que leurs biens. Suivez le compte rendu du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui.
Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Tout à fait autre chose à présent. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a procédé au lancement des travaux des luttes anti-érosives et de réhabilitation de 13 avenues dans la cité Mama Mobutu à Mangafula. Yves Maël nous en dit plus. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka poursuit sans relâche sa tournée dans la ville-province de Kinshasa pour lancer une série de travaux dans le cadre du programme d'urgence de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est samedi 10 février 2024, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a donné les go des travaux de la lutte anti-érosif et des réhabilitations de toutes les voiries du quartier Mama Mobutu situé dans la commune de Mangafula. 13 avenues au total seront réhabilités de fond à comble par l'entreprise Aran Sifu Asrel, partenaire de la ville-province de Kinshasa, conformément au contrat numéro 005-JPK-Mini-TPI-CGPMP-2023 signé entre le gouvernement Ngobila et cette entreprise de construction. Il s'agit des avenues Barité, Santé, Snell, Colline, La Vallée, CNSS, Victoire, Misengeni, Mbanza, Fondation, du Centre, Logec et Kasereka. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'objectif de ces intenses travaux est de sauver la prestigieuse cité Mama Mobutu qui aujourd'hui se trouve en proie en plusieurs têtes d'érosion. Dans les soucis de préserver la magnifique architecture de ces quartiers perchés sur la colline, nous allons procéder au lancement des travaux de réhabilitation d'une dizaine des avenues. À vous les bénéficiaires de ce projet, je vous exhorte à garder votre voirie en état de propriété. Pour l'autorité urbaine, cette action de grande envergure relève de la détermination et de l'audience rendue effective grâce à sa vision claire sur le devenir de la ville de Kinshasa. Une vision contenue, a-t-il signalé dans la célèbre lexie du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord. Et en société, le 293, un civique appelé communément Kuluna, présenté le week-end dernier à l'Ipekine par le général Blaise Kilimbalimba, sont transférés ce lundi 13 février devant leur juge naturel. Il s'agit de la 4e vague de l'opération Traque des Kuluna pour le commandant de la ville. Cette opération va durer le plus longtemps possible. On l'écoute. Kuluna est un phénomène basé et belé. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les tokoko kanga bango na mukolo moko te. To sali programmation pour na ko kanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba, Kisenso, na esika na tangite. O nyonso bango wana metala ba tai na bango tala batu pe bakinwa bozo banga tala tumwa ba peti yango bango wana de Kuluna o chaque jour tala nzoto oyo tala zoto mais bango bo kriaka bango wana montrez-moi ces gens là bango wana pona kolakisa ke dipiron eza eloko moko herba chuba kawana et il faut tambola na nzoto etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango
bango nyonso baza identifié. Chaque jour, police kokanga bango, chaque jour toko déféré bango. Et oyo bokomona ke bakei et si ka sengeli ba kende. Donc na ba prison, c'est pour être condamné pour na kozonga liso. Oh nyonso tozokanga. Mutu azofuta amande awazate. Pas d'amende. Bango wana bazana ba million bazali banda wana. Mutu moko te akofuta amande awa. Nyonso kangi justice condamné prison après un certain temps. Bokomona bango te. Baza sous Dipiron, commandant district et seigneur Basangaka Moussala na bango, il y a kozala responsable peut ko étudier situation sécuritaire mokolo na mokolo. Et ça na dimanche était kozala l'écoute à la population, qu'on répondre propre. Et pour clôturer sa mission de commandement et de contrôle dans le Nord Kivu, plus précisément à Goma, le chef d'état-major des FARDC, le dimanche 11 février, avant de regagner Kinshasa, il a effectué une visite aux blessés des guerres qui se trouvent à l'hôpital régional du camp Katindo et a par la même occasion présidé une réunion de commandement au centre de coordination des opérations avant d'effectuer sa toute première visite à la 32e région militaire à Bukavu. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thuo Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi Mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais na kutiki na bino mbolo moke pa ya docteur c'est moi qui vous a ébélé ça moke mais boso mbata sucré boso du sucré mais na yebi ki na dog kene na zaka na principe même temps na zala ki kuna ko meladi ambate n'est-ce pas oui donc ce que je vous on a somba savon somba sucré même attention vous en hôpital vous allez quand même ok courage mais aussi la ville. Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données et les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire, accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yassine Dafal. Le général d'armée Thuo Esongesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. Et puis en dehors de nos frontières, plus précisément à Israël, elle a annoncé tôt le lundi 12 février avoir libéré 2 otages détenus à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza, dans le cadre d'une vaste opération nocturne ayant une centaine de morts, selon le Hamas, au pouvoir dans ce territoire palestinien. Le fracas des bombes en pleine nuit. Et bientôt dans les rues de Rafah, des habitants hagards, réveillés dans leur sommeil. Certaines frappes se sont abattues tout près de l'hôpital Koweït, où les victimes affluent par dizaines. L'équipe médicale dépassée indique avoir reçu en à peine 1 heure 16 corps sans vie et plus de 55 blessés.
Beaucoup sont envoyés à l'hôpital européen, car ici, il n'y a plus assez de place. J'espère que l'hôpital européen est encore en mesure de recevoir des blessés, car sinon, ceux qui seront envoyés là-bas vont mourir sans soins médicaux appropriés, car ici, il n'y a pas de moyens à cause de la pénurie. Une série de bombardements plus intenses que les nuits précédentes. 2 mosquées et plusieurs maisons ont été touchées selon des témoins. Chacun redoute ici le lancement de l'offensive tant redoutée sur la ville de Rafah, annoncée par le Premier ministre israélien. Mais au petit matin, Israël indique que ces frappes avaient un autre objectif, récupérer 2 otages enlevés le 7 octobre. Les forces spéciales ont pris d'assaut un immeuble au cœur de Rafah. Luis et Fernando étaient détenus au 2e étage de cet immeuble par des terroristes armés du Hamas. D'autres combattants du Hamas étaient positionnés dans les immeubles voisins. Fernando Simon Marmont, 60 ans, et Louis Har, 70 ans, enlevés au kibboutz Nir Yitzhak, ont été récupérés sains et saufs par les forces spéciales. Ils ont depuis été transportés vers cet hôpital israélien. Ils ont été accueillis dans nos urgences et les premiers examens ont été effectués par notre personnel et ils sont dans un état stable. Israël estime désormais que 130 otages seraient toujours détenus dans la bande de Gaza, mais 29 d'entre eux seraient morts. Ce dimanche, le Hamas a une nouvelle fois prévenu que leur éventuelle libération était liée au sort de Rafah. À place à présent, on rappelle les titres. À la Chambre basse du Parlement, une plénière a été organisée ce lundi 12 février 2024, présidée par Mbosso Kodia, assistée par les 2 Benjamin. La validation des pouvoirs des députés était les seuls points à l'ordre du jour. Vous l'avez suivi dans ce journal que les Congolais de partout ne sont plus prêts à garder silence sur les atrocités de l'Est du pays. Plusieurs manifestations sont organisées ici et ailleurs pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette situation. Voilà, ce journal se referme ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur BST Télévision. Quant à moi, on se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.